Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Une question de paix. La paix en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est, ça fait près de 30 ans que cette partie est meurtrie. Déplacements, tueries, manifestations, réfugiés. 30 ans que cette partie de la RDC est sous des tumultes, des cris, des sifflements de balles, des bombardements. Mesdames et messieurs, on va se poser la question: par où passera la solution? Est-ce par les armes ou au coup de feu, ou encore par les négociations, les deux moyens qu'a présenté le chef de l'État pour sortir de cette situation? Quelle est l'option qui va l'emporter sur l'autre? Voilà, je reçois ici une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà eu à suivre déjà plusieurs fois, qu'on a reçu, Maître Thomas Gamakolo, qui est chercheur et puis il est avocat également, s'intéresse particulièrement aux questions de paix et de justice dans la région des Grands Lacs. Alors, voilà les sujets que nous allons parler, nous allons aborder. Nous allons également aborder la question de la force de l'EAC. Que fait exactement l'EAC dans la partie? C'est depuis août 2022 que ces forces sont en train d'être déployées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train réellement de faire sur le terrain? Maître Thomas Gamakolo, bonjour. Bonjour, bonjour. En forme? Oui, je suis en forme et je vous remercie de m'avoir invité encore sur votre plateau afin que nous puissions plancher sur ces questions sécuritaires qui touchent à la paix, à la stabilité et à la sécurité à l'est du Congo, qui est une région meurtrie, comme vous l'avez dit. En tout cas, je vous remercie. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas reçu ici chez nous. Oui, c'est mon premier passage cette année. Ça commence à me manquer. Ah oui, hein? Oui, je commence à prendre l'habitude. Alors qu'avant, je n'avais pas l'habitude des médias. Okay. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi, en fait, de passer sur les plateaux de Congo Best TV. L'accueil est chaleureux. Et c'est très convivial d'être ici. C'est aussi un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Maître Thomas Gamakolo. Vous êtes un chercheur, mais avant que nous nous entrions vraiment dans les fonds du sujet, on aimerait quand même comprendre, vous êtes chercheur, pourquoi cette partie est instable? D'abord. Pourquoi? Je n'ai pas bien entendu. Pourquoi la partie est de la RDC est instable? C'est beaucoup de choses. Oui, bon, c'est instable depuis des décennies tout d'abord. Il faut retenir que l'instabilité dans l'est du Congo est liée aussi pour beaucoup aux questions du poids démographique, économique des populations dites Banyarwanda. L'instabilité, en tout cas pour moi en tant qu'analyste expert, je considère que cette partie, la question des populations Banyarwanda, c'est-à-dire de l'ethnie Banyarwanda, Hutu comme Tutsi, dans l'est du Congo, cette question, je peux dire que c'est devenu une question sempiternelle. C'est que la question de leur identité, de leur nationalité, la question des terres, de l'appropriation des terres par cette communauté qui, bien avant 1885, y était, mais de façon plus ou moins modeste. Mais quand il y a eu des vagues migratoires pendant la colonisation, au niveau notamment
du Nord Kivu, il y a eu quelques tensions entre communautés, entre les Nyanga, les Tembo, les Kumu, les Nande, les populations autochtones qui se disaient autochtones. C'est ça le combat qui est à la base de stabilité, qui se considère comme étant ayant un droit ancestral sur ces terres. Vous voyez, c'est le contexte de l'Est, que ce soit au sud Kivu comme au nord Kivu, c'est en fait un conflit de terres qui a toujours couvé et qui a toujours créé des tensions entre les autres communautés et les communautés Banyarwanda. Lorsque les communautés ça veut dire que les communautés ne s'acceptent pas. Oui, je crois plus ou moins. Ils ne s'acceptent pas. Il ne faut pas se voiler la face. Ils ne s'acceptent pas parce que lorsque les Banyarwanda, des Rutshuru, notamment à Boucha, qui étaient plus modestes et moins nombreux, vous voyez, parce qu'il faut quand même reconnaître que les rois Rwanda occupaient également cette partie-là, les Massis, les Rutshuru et consorts. Okay. Vous voyez, donc lorsqu'ils étaient moins nombreux, il n'y avait pas de soucis. Avec le poids démographique, avec la croissance économique de cette population qui a transformé en fait l'économie, tu vois, parce qu'il y a eu plusieurs vagues migratoires des années 30 aux années 50. C'est beaucoup plus si les vagues migratoires des années 30 aux années 50 que la cristallisation des clivages a eu lieu entre les populations qui se disaient autochtones et ceux qu'on disait bakuyakuya, c'est-à-dire étrangères. Ouais, pour la plupart des communautés ethniques du Nord Kivu comme du Sud Kivu, ils considèrent, surtout du Nord Kivu, ils considèrent que cette portion de la population congolaise qu'on appelait à l'époque des transplantés, mais qui sont en fait pour la plupart de l'ethnie Banyarwanda, parce qu'ils ont été pris au Rwanda pour être plantés dans les Massissi et dans les Rutshuru. Cette partie de cette population-là, par rapport aux populations qui se disaient autochtones, étaient considérés comme allochtones. C'est ça, en fait, le plus grand problème. C'est-à-dire que pour eux, ils contestaient à ces populations-là le droit d'avoir des terres. Quand bien même ils avaient des certificats d'enregistrement des terres qu'ils exploitaient en termes de comme fermiers, parce qu'ils avaient des vaches, ils occupaient des vastes territoires, ils ont acquis des territoires qu'ils ont achetés auprès de ceux-là même qui se disaient autochtones, des chefs coutumiers. Mais il y avait comme un ressentiment. C'est la jalousie naturelle, parce que le premier assassinat du monde, c'est quoi? C'est la convoitise. Un frère qui jalouse son frère qui le tue. En fait, c'est une guerre fratricide. On est frères. Parce que le roi Rwanda s'étendait jusque-là. Les Houndé, il y a des chefs coutumiers Houndé qui ont été dans les royaumes Rwanda comme étant des administratifs, comme étant des gens qui travaillent. Donc, vous comprenez, il y a une cristallisation. C'est le clivage Hutu-Tutsi, le clivage interethnique qui fait que cette société-là est toujours instable, parce qu'en plus, il y a des luttes pour l'accession au pouvoir communal. Qui va diriger le territoire, qui va être gouverneur, qui va avoir ceci. Vous voyez, tout ça, les autres disent c'est nous les autochtones, c'est nous. Pas eux, ils sont étrangers. Il a les terres, il a les certificats. Non, ce sont des terres ancestraux. Donc on les dénie un peu. C'est ces droits-là d'avoir des possessions de terres. Et c'est ce conflit de terres et ce conflit des pouvoirs communaux, des pouvoirs locaux qui, entre les gens, les ethnies, les Nyanga, les Tembo, les Houndé et consorts. Ouais, donc c'est ça. C'est ça qui crée, je peux dire, le foyer de tension. C'est un foyer de tension. D'accord, donc on a compris l'origine du mal, maître Thomas Gamakolo. Alors, la question que nous allons poser pour notre émission, la paix passe par quels moyens? Est-ce qu'il faudra que le gouvernement utilise la force ou il faut le dialogue, la négociation? Bon, c'est une question, je ne sais pas si je peux y répondre directement, puisque je crois que c'est la question qui va être un peu en filigrane de notre émission, comme la question principale. Je ne sais pas si je dois vider directement comme ça, mais ce qui est vrai en ce qui concerne la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, au travers des conseils de sécurité et différentes résolutions qui ont été votées au niveau des conseils de sécurité concernant la crise sécuritaire de l'Est, toutes ces résolutions ont toujours insisté sur un point, qu'il n'y aura pas de solution politique à la crise sécuritaire de l'Est. Il n'y aura pas de solutions militaires à la crise sécuritaire de l'Est. La crise sécuritaire de l'Est ne peut avoir de solution que
des solutions politiques. Et notre gouvernement est constamment sous la pression de négocier avec les différents belligérants, les différents groupes armés. Pourquoi est-ce que notre gouvernement est sous pression? Pourquoi est-ce que la communauté internationale met le gouvernement sous pression? En fait, il y a une sorte de l'unanimité qui se dégage par rapport à la nature du problème que j'ai décrit ici plus tôt, qui est un problème avec des relents politiques. Vous voyez, parce qu'il y a des conflits de terres, il y a des conflits de nationalités, identitaires, des gens qui ne se sentent pas pleinement acceptés, qui ne jouissent pas pleinement de leur citoyenneté. Il y a des conflits de terres, des conflits de nationalités, d'identité. Et puis, il y a l'insécurité liée au problème des réfugiés d'abord rwandais qui étaient venus au Congo et qui ont exacerbé les tensions communautaires qui existaient déjà, comme je venais de vous le dire, depuis 1994, ils ont exacerbé cela. Il y a des armes, beaucoup d'armes qui circulent, on doit désarmer ces gens. Il y a aussi la crise parce qu'il y a des gens aussi qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de travail et donc qui se jettent dans des groupes armés, maïmaï, ceci, maïmaï, cela, ça devient un moyen ou une technique de survie. Vous voyez, tous ces problèmes-là ont d'autres causes, c'est-à-dire la misère, la crise, la pauvreté, même la haine ethnique, tout ça, ce ne sont pas des bombes quand même qui peuvent les résoudre. C'est pourquoi la communauté internationale, prenant la mesure du problème, fait pression sur le gouvernement congolais, parce que vous allez voir que même dans la résolution où on a levé la notification pour l'achat, le système de notification pour l'achat d'armes, quand vous regardez le point D, on demande au gouvernement de désarmer les FDLR, on demande au gouvernement de dialoguer, avec, donc de trouver des solutions politiques aux crises avec les groupes armés locaux. C'est-à-dire comme les M23, c'est un groupe armé local, les Maïmaï sont des groupes armés locaux, des Codeco sont des groupes armés locaux, des APLC, et Nyatura et consorts, des Mouraï Yamutomboki, les je ne sais pas moi, Bichambuke, il y a plein de groupes locaux ici, des Yakutumba, tout ça. Ce sont des groupes locaux. On demande au gouvernement de suivre le processus de Nairobi. C'est quoi le processus de Nairobi? C'est un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés. On vous demande de suivre le processus de Luanda. C'est quoi le processus de Luanda? C'est la médiation pour essayer d'instaurer un dialogue entre le Congo et le Rwanda afin de baisser les tensions. Vous voyez que la communauté internationale mise beaucoup plus sur des moyens diplomatiques, sur des moyens de négociation. Et donc, quand nous considérons tous les instruments, les accords des chefs des conclaves des chefs d'État de Nairobi, les mini-sommets de Luanda, la feuille de route, donc on ne peut pas dire que dans ces conditions ici, on ne négocie pas déjà. Il y a déjà des négociations. Forcément, parce que comment est-ce que, quand vous regardez ces accords, vous trouvez qu'il y a des revendications des uns et des autres qui réapparaissent, comme dans les résolutions, soit des chefs d'État. Il y a eu même des réunions entre les chefs d'État-major généraux de l'EAC au Bujumbura le 8 novembre. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent négociation. Mais moi, je suis quand même spécialiste dans ces questions. Vous avez évoqué la question de l'EAC qui est ici. Depuis plusieurs mois déjà, un peu presque 4 à 5 mois qui sont là déjà sur le territoire congolais. Bon, vous avez suivi la compréhension de la société civile locale qui trouve cette force de l'EAC nonchalante, qui n'agit presque pas pour les missions pour lesquelles elle a été déployée. À quoi jouent les forces de l'EAC? Les forces de l'EAC jouent à la paix. Si on peut dire ça comme ça. Expliquez-vous, parce que la société civile locale ne partage pas votre point de vue. Pour eux, ils sont complices des M23. Parce que même on les voit, même quand ils ont leur tripartite, on voit qu'ils sont sourire aux lèvres avec les M23. On se demande vraiment s'ils sont là pour les populations congolaises. Je ne sais pas si, en tant que Congolais, vous souhaitiez que lorsque l'EAC va notamment pour récupérer, je sais pourquoi vous dites ça, vous parlez de la rétrocession de Kibumba, oui. Vous parlez également de la rétrocession de Rumangabo, et où on a vu que les forces de l'EAC se faisaient des accolades avec le colonel Nzenze qui est des M23, avec les Willingoma qui est des M23 et puis d'autres membres du M23. Mais je ne sais pas si les Congolais souhaiteraient que l'EAC en arrivant là-bas se fâche ou fronce les sourcils pour se fâcher contre quoi. Il ne faut pas oublier une chose. Notre pays a souscrit au processus de Luanda. Il a également souscrit au processus de Nairobi. Et lorsque l'EAC agit, il a un mandat
Ce mandat-là lui est donné notamment par le Congo. Parce que nous sommes signataires du mini-sommet, du communiqué final, du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région de l'Est, mais de la RDC. Ne sont-ils pas complices des M23? Parce que vous avez suivi l'interview du chef de l'État sur un média international, France 24 et RFI notamment, où il avait dit qu'ils vont entrer par notamment Bunagana pour mettre hors d'état de nuire ces M23. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune action militaire qui est posée. Voilà la question que je pose. Est-ce qu'ils ne jouent pas les jeux de l'ennemi? Nous devons changer notre façon, notre philosophie de voir, nous autres Congolais. Nous devons changer de paradigme, mais considérer que la victoire n'est pas nécessairement militaire. Mettre hors d'état de nuire ne signifie pas tuer des gens. Mettre hors d'état de nuire, comme dans le cas d'espèce, signifie libérer les territoires qui ont été occupés par les M23 et permettre à ce que ces territoires-là ne soient plus des théâtres d'affrontement entre les FARDC et les M23 ainsi que les autres groupes armés qui s'allient souvent au M23, FDLR et au FARDC, FDLR, APLC, Nyatura, Codeco et consorts. Voyez-vous, parce qu'il y a une situation de crise, il y a une situation de guerre et on veut la paix. Nous-mêmes, en tant que Congo, nous acceptons de signer un communiqué final dans lequel, sur le point 8A, il est dit cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC, la MONUSCO à compter de vendredi 25 novembre 2022 à 18h. Voyez-vous, ça c'est le point 8A du communiqué final émanant du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, de Luanda, qui a eu lieu le 23 novembre dernier, donc 2022. Et vous voyez, quand vous regardez cet accord, on parle de retrait du M23 au point 8C, oui, des zones occupées et son repli dans les positions initiales, conformément aux conclusions de la force aux conclusions de quoi de la force. Point 8, hein? Oui. Donc, aux conclusions de la réunion, le point 8C. Point 8C. Oui. Vous allez voir qu'il est écrit. Ensuite, le déploiement intégral de la force régionale de l'EAC, intervention de la force régionale contre le M23, c'est ça, non? Non. Point 8C, retrait du M23. Retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales conformément aux conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des FA des forces armées de la RDC du 8 novembre 2022, tenue à Bujumbura, République du Burundi, sous le contrôle de la force régionale et du mécanisme ad hoc en collaboration avec la MONUSCO. On va s'arrêter là. Ça, c'est un accord signé par le gouvernement congolais à Luanda. Et dans cette réunion qui est présent, il y a le président de l'Angola en tant que médiateur désigné par l'Union africaine, par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, en Assemblée générale. Ils ont décidé, c'est un peu comme l'organe décisionnel de l'Union africaine. Ils l'ont désigné pour faire la médiation entre le Congo et le Rwanda. Il y avait Kenyatta, désigné par l'EAC comme étant facilitateur dans le conflit entre les belligérants, c'est-à-dire les groupes armés congolais locaux et le gouvernement. C'est lui le facilitateur. Il était là, il a signé. Il y a un représentant pour le compte de la CIA, de la commission qu'on appelle du mécanisme ad hoc de surveillance, c'est-à-dire de contrôle, que la CRGL avait désigné. Il était là. Tous ces gens qui étaient là, le président de Burundi, le président de Rwanda, étaient là représentés par le ministre des Affaires étrangères, M. Biruto, si je n'écorche pas son nom. Oui. Voyez-vous? Alors, à partir du moment où l'État décide souverainement de limiter sa souveraineté, parce que vous allez voir que quand vous lisez le point 8C, on dit c'est sous le contrôle de qui que le M23 s'est retiré, c'est sous le contrôle de la force régionale, sous le contrôle du mécanisme ad hoc
en collaboration avec la MONUSCO. On ne cite pas les FARDC. C'est le point E. Le point E. Le point oui, E. 8E. Voyez-vous, c'est le point 8E. Vous voyez, donc l'État a accepté. Ce qui se passe là, notre gouvernement le sait. Ce n'est pas une violation de la souveraineté du Congo. Ce n'est pas à dire que non, ils sont devenus des amis. Et ce qui peut faire que l'EAC devienne ennemi de M23, c'est quoi? Si vous lisez le point... Mais il n'attaque pas pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il il n'attaque pas parce qu'il y a des conditionnalités. Dans ces communiqués globaux, c'est sur pied de ces communiqués finaux des ministres sommés des chefs de l'État que l'EAC est en train d'agir. C'est ça qui les fonde, pour répondre à votre question. Ils sont les soubassements juridiques de leur action, c'est le communiqué final. Et ce communiqué final est signé par la RDC. Et quand vous lisez, on dit intervention de la force régionale contre le M23. Point 8D. Point 8D. Intervention de la force régionale contre le M23, conformément au prescrit du processus de Nairobi et au rapport de la réunion des chefs d'état-major de la CAE qui s'est tenue à Bujumbura le 2 novembre 2022 en cas de refus du M23 de cesser les hostilités et de se retirer des territoires occupés. La mise en œuvre de ces résolutions, c'était 2 jours après, soit 2 jours après. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de... Oui, mais ça, c'est une question à laquelle je vais répondre. Je voulais d'abord dire, parce que vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que l'EAC n'attaque pas, comme souhaiterait les soi-disant la société civile, que moi j'appelle société militaire. Parce que de cette société civile-là aussi, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup des enfants nés de la diaspora génocidaire qui ont été biberonnés à l'idéologie génocidaire et qui souhaitent en fait de pêcher à nos troubles et que cette guerre continue. Ils voient donc des mauvais œils que l'EAC est en train de pacifier. C'est-à-dire que pour eux, ils souhaitent la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils en tirent des profits. On y reviendra. Si cette fameuse société civile du Nord qui est phagocytée par des forces négatives, en fait, ce sont des maïmaïs urbains. Ce sont des maïmaïs urbains. Ce sont des milices urbaines que l'on transforme en société civile. Parce qu'il y a une société civile de tout. Société civile de Kishiche. Il y a combien de personnes à Kishiche pour qu'il y ait une société civile là-bas? Société civile de Nirangongo, société civile de Kiwanja, société civile de comment on appelle, Rumangabo. Tout a une société civile là-bas. Tout. Il suffit même qu'il y ait des cases, il y a une société civile. Donc vous devez comprendre que ce sont des groupes de pression, des gens qui sont des vats en guerre, qui sont biberonnés à l'idéologie génocidaire, parce qu'il faut rien qu'entendre leur cri. Ils disent Nyoka Sikulu, mais c'est-à-dire ils parlent des Tutsis comme des Nyoka. Ils parlent des Tutsis comme des ennemis du Congo. Or, les Tutsis ne sont pas des ennemis du Congo. Les Tutsis sont nos frères. Les Tutsis existent au Congo depuis avant que les Belges n'arrivent dans ces coins-là. Ils existent depuis longtemps. Vous voyez, les Tutsis font partie de la grande ethnie Banyarwanda avec les Hutus. Pourquoi est-ce que cette stigmatisation sur les Hutus, sur les Tutsis, vous faites une marche, entre guillemets, une marche contre l'EAC, contre la MONUSCO, et puis contre le gouvernement, constate que c'est des léthargiques. Moi, j'encourage le gouvernement à poursuivre ces processus de désengagement, des engagements que le M23 a commencé, de les poursuivre comme il le fait maintenant dans le cadre du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs qui a été tenu à Luanda en 2023, parce que le respect de ces accords, c'est ce qui va garantir la stabilité, la sécurité et la paix dans cette région, et ça va booster les économies de toutes les... Les Congolais deviennent l'homme malade. On a fait 30 ans de guerre. Voyez-vous, donc je les encourage à suivre, parce que c'est que ces gens-là, les enfants nés de la diaspora génocidaire qui phagocytent aujourd'hui les villes de Goma, c'est qu'ils ne comprennent pas. L'intervention de la force régionale est une très bonne chose, et puis ils ne peuvent l'exercer contre le M23 que dans la mesure où on constate dans les chefs la mauvaise foi ou le refus d'appliquer les accords du communiqué final des chefs d'État, du ministre des chefs de l'État. Or, pour l'instant, nous constatons quoi? Nous constatons que sur le terrain, on peut dire, voilà, ils ne sont pas sincères, c'est un leurre, mais on doit leur accorder le bénéfice du doute. Si vraiment on est épris de paix, on ne peut pas directement préjuger qu'ils ne sont pas sincères dans leur désengagement quand ils abandonnent le terrain entre les mains des
des forces de l'EAC. On dit non, non, ils ne sont pas loin, ils sont à côté là-bas, ils se renforcent ailleurs et ils continuent et tout ça. Non, les obligations, c'est de part et d'autre, y compris du côté du gouvernement. On ne doit plus attaquer. La cessation des faits, des hostilités, au point 8A, on dit une cessation des hostilités générales. Pour faire la guerre, il faut être aidé. S'il n'y a personne qui les attaque, il n'y aura pas de guerre non plus. Vous comprenez? Le problème, c'est que comme ils se désengagent, c'est déjà un bon début. Les forces régionales, avec la MONUSCO, ainsi que les mécanismes ad hoc qui surveillent ces désengagements, on doit leur faire confiance parce que nous avons ratifié. Les gouvernements, moi j'encourage les gouvernements congolais à respecter les engagements pris le 23 novembre 2022 lors du mini-sommet des chefs de l'État pour continuer à être sérieux. Sinon, aucun partenaire ne pourra encore nous faire confiance. Imaginez maintenant que l'EAC parte, la MONUSCO parte, comme le souhaitent les enfants biberonnés à l'idéologie génocidaire des Interamoués dans Goma, de partout là-bas. S'ils partent, qu'est-ce qui va arriver? S'ils partent, donc nous allons rester seuls face aux Tutsis, que nous considérons déjà comme serpents, parce que dans leur écrit, ils disent Banyarwanda, Barudi et Rwanda. Donc vous voyez déjà cette haine qu'ils expriment. Donc on va nous laisser nous entretuer, continuer à nous entretuer comme on le fait depuis 30 ans, donc à nous entre-massacrer, et on va être en face des Tutsis déterminés, parce qu'ils n'auront pas un endroit, ils seront deux omis, ils seront obligés de se battre. Pourquoi est-ce que nos frères des Lucha, de toutes ces organisations qu'on appelle société civile, entre guillemets, que moi j'appelle société militaire, parce qu'ils n'ont jamais fait de proposition pour la paix, ils sont contre toutes les initiatives de la paix, et ils mettent la pression sur le gouvernement qu'ils accusent de léthargie. Ils voudraient seulement des armes, encore d'attaques, C'est pas normal. Si on nous laisse maintenant seuls, et que tous les partenaires partent, parce qu'il faut savoir que l'EAC n'est pas seul. Il y a toute la communauté internationale derrière. Le processus de Luanda est reconnu par l'Union africaine. Le processus de Nairobi est reconnu et par l'Union africaine et par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc maintenant, si on nous laisse, on va s'entretuer entre nous et la finalité, ça sera quoi? Qu'est-ce qu'on propose? Vous voyez, c'est ça. Ce sont des gens qui veulent le chaos. Et pourquoi ils veulent le chaos? Moi, je vais vous expliquer ça. Quand vous êtes ce qu'on appelle domaine, il y a un endroit là qu'on appelle domaine, quand vous allez vers Bambo, à Montant, vers le Virunga là-bas, où les Interamoués, qui sont devenus FDLR, avec les Hutus, Congolais associés ou Rwandais, parce qu'on ne sait même pas distinguer qui est Hutu Congolais, qui est Hutu Rwandais. Ils ont défriché là-bas, ils ont créé un endroit qu'on appelle domaine, où on cultive les chanvres, où on fait des trafics de toutes sortes, de l'or, des coltans, de tout, et ça génère des millions. Et ces millions ne sont pas consommés que dans les Hutus là-bas, dans les Virunga. C'est consommé y compris ici à Kinshasa. Parce que ce n'est pas pour rien que le président de l'Assemblée a demandé à certains députés de l'Est de quitter les groupes armés. Parce qu'il y a des liens. Et ce sont ces gens-là qui financent de telles marches. Et dans les marches, vous sentez les cris. C'est l'EAC, mais comment ça devient encore le Banyarwanda Barudi, Nyoka Shikulume. Vous voyez, pour parler c'est la déshumanisation même de tout, vous voyez. Donc si on laisse faire ce genre de choses, nous allons aboutir à quoi? Au génocide. Parce qu'avant de tuer l'autre dans le génocide, il faut d'abord le déshumaniser. Vous voyez, et si les autorités laissent faire, qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver que tôt ou tard, certaines de nos autorités politico-militaires se retrouveront devant la CPI. Bemba n'a jamais mis les pieds en Centrafrique, il a simplement laissé faire. Alors, n'ont-ils pas raison de dire que c'est ce que vous fustigez, société civile que vous appelez militaire, n'ont-ils pas raison de dire que l'EAC usurpe la souveraineté de la RDC quand on voit que les forces régionales de l'EAC interdisent au FARDC d'investir les zones abandonnées par les M23? Non, ils n'ont pas raison quand ils disent que l'EAC usurpe la souveraineté du Congo. Parce qu'ils auraient bien voulu, eux, que lorsque les M23 quittent ces territoires, que ce soit les FARDC qui l'investissent. Ils n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ces retraits, les FARDC qui a pris part à la réunion, que je vais citer cette réunion-là, parce que la réunion est citée ici, dans le point 8e des communiqués finaux des mini-sommets des chefs de l'État, vous allez lire, vers la fin on dit, sous la supervision, donc les retraits du M23 des zones occupées. Premier point.
et son repli dans les positions initiales. Deuxième point. Conformément à quoi? Aux conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC. Mais dans cette réunion extraordinaire des chefs d'état-major de l'EAC, mais le Congo était là. C'est quoi les chefs d'état-major? Les chefs d'état-major de l'EAC, il y a le Congo, il y a les chefs d'état-major du Congo également. Nous ne sommes pas hors jeu. Nous sommes dans le jeu parce qu'il y a le Soudan du Sud, le Burundi, la RDC, la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya et je crois le Burundi. C'était au Burundi le 8 novembre. Les chefs d'état-major généraux de toutes nos armées se sont réunis, des techniciens militaires. Ils ont décidé que le retour doit se faire ainsi. Donc cela suppose que le 8 novembre, à Bujumbura, notre pays a donné le quitus. Est-ce que quelqu'un peut nous produire les conclusions en question pour qu'on voit ce qui est écrit là-dedans? Personne. Moi, je suis chercheur, analyste, expert de ces questions. Je n'ai jamais vu cet accord. Ces conclusions, on en parle pourtant dans le cadre des communiqués finaux, mais personne ne peut nous les produire. Mais c'est certainement la diplomatie secrète. On ne peut pas venir expliquer aux enfants biberonnés à l'idéologie génocidaire, voilà les accords. Moi, je ne dis pas que le gouvernement a tort de ne pas montrer ça. Il a raison, peut-être pour éviter des réactions épidermiques de la population, de la diplomatie pour qu'elle réussisse des fois, elle doit être secrète. C'est bien qu'on ait gardé ces conclusions. Mais moi, je parie en tant qu'expert, même en relations internationales, parce que j'ai fait les droits publics internationaux, je sais de quoi je parle, que dans les secrets, il y a eu des négociations, il y a eu des accords dans lesquels notre gouvernement, à travers notamment nos chefs d'état-major généraux qui étaient présents à cette réunion, ont donné le quitus. Je vois mal les Kenyans venir au Congo et violer la souveraineté du Congo. On ne peut pas dire que ce qui s'est fait là-bas est contre la souveraineté du Congo. La souveraineté n'est pas absolue. Lorsque vous prenez des engagements sur le plan international, vous décidez librement de limiter votre souveraineté qui est relative. À partir de ces moments-là, vous devez vous plier. C'est ce qu'on appelle le pacte Sunt Serwanda. Donc vous devez de bonne foi exécuter les accords que vous avez signés. Et c'est ce qui s'exécute. Tout ce qui s'est fait là-bas, c'est fait à Kiwanja ou à Rumangabo, tout ça, c'est bien connu de nos chefs d'état-major général. Rien n'échappe au FARDC. Donc il n'y a aucun problème par rapport à notre souveraineté. Et le gouvernement a probablement accepté ce qu'ils appellent zone tampon là. Parce qu'ils s'énervent, ils appellent ça zone tampon. Parce que c'est comme ça que la société civile de je ne sais où. Parce qu'il y a trop de sociétés civiles. Il peut même avoir une société civile d'état-maison, là-bas à l'Est. Et tous ces gens doivent comprendre que la diplomatie n'est pas à l'apanage des petits peuples. Ce sont des choses qui se font entre des autorités. Notre chef d'état-major général sait ce qui se passe là-bas. Il ne s'en offusque pas. Est-ce qu'ils ont vu le chef d'état-major général se plaindre, chercher même à aller occuper ces territoires-là? Non, parce qu'ils savent que ce sont des choses, c'est un retrait qui a été organisé comme ça. C'est le point 8 des communiqués finaux qui dit comment ça va se faire. Et là, c'est dit clairement. On dit sous le contrôle de la force régionale, donc l'EAC, sous le contrôle du mécanisme ad hoc où il y a l'Angola, parce que dans le cadre du CIRGL, et puis sous le contrôle de la MONUSCO. La MONUSCO représente la communauté internationale, l'EAC représente la communauté régionale, et puis il y a aussi l'Angola qui est là en tant que médiateur, qui suit à travers les comités, le mécanisme ad hoc des quoi. Ouais, quand ça se fait ainsi, avec toutes ces autorités-là, mais il y a toutes les garanties possibles que la souveraineté du Congo est respectée. Où est le problème? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ces gens-là rêvaient que cette guerre sera la fin de la présence des Tutsis au Kivu. Or, ils constatent que les scénarios qui se passent n'arrangent pas les extrémistes Hutus. Ça n'arrange pas les Magrivi, ça n'arrange pas les FDLR, parce que vous allez suivre que dans le cadre de ces communiqués finaux, il y a aussi, c'est prévu, le désarmement des groupes armés étrangers, dont les FDLR, les Red Tabara et tout ça. Ils sont aussi indexés et leur désarmement d'ailleurs est sans condition. Inconditionnellement. Alors vous voyez, donc c'est leurs enfants maintenant qui sentent qu'il y a même un ordre qui sera donné à tout le monde, tous les réfugiés de rentrer. Parce qu'on parle de rapatriement immédiat. Vous voyez, des réfugiés rwandais qui sont ici et des réfugiés congolais qui sont là-bas. Ces scénarios-là ne plaisent pas. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas le problème des zones tampons. La zone tampon, c'est-à-dire qu'il y a une zone où, parce que les M23 partent. Selon vous, quelle est la différence entre les deux fronts?
le front de Luanda et le front de Nairobi. Bon, le processus de Luanda est différent du processus de Nairobi, en ceci que le processus de Nairobi, c'est un accord de paix. Là-bas, on est en train d'amener le gouvernement à signer un accord. C'est un accord de paix signé entre le gouvernement et les groupes armés. Vous avez vu, il y a Serge Tshibangu qui le pilote. À un moment, c'était Ibalan qui le pilotait pour les comptes de la RDC. C'est-à-dire, c'est un processus qui ne concerne que les Congolais. Congolais. Où il y a un dialogue qui est prôné entre le gouvernement de la République et les groupes armés locaux, à l'exclusion des FARD, des FDLR qui est un groupe armé étranger, les ADF, les RD Tabara qui est burundais, à leur exclusion. Là, ce ne sont que des maïmaï, des groupes armés locaux. Voyez-vous, et qui négocient avec le gouvernement. Malheureusement, le M23 a été chassé de ces négociations-là. Parce que le M23, comme vous savez, il y a deux branches de M23. Il y a le M23 El Runiga, qui est basé au Rwanda, cantonné un peu plus loin vers... ils sont cantonnés à 150 km de la frontière congolaise. Parce qu'en 2012, lorsque le M23, sur base des négociations de la pression internationale, a libéré la ville de Goma, parce qu'il n'y a pas eu de victoire là-bas, c'était des négociations, la pression internationale qui a fait que le M23 avait libéré. Un groupe était allé en Ouganda, un autre groupe était allé au Rwanda. Les groupes des pasteurs Runiga étaient allés au Rwanda, et le Rwanda les avait désarmés, répertorié leurs armes, remis cela au gouvernement congolais. Et ils ont été cantonnés où? Ils ont été cantonnés l'El Runiga. Ils sont présents à Kibungo, à 150 km de la frontière congolaise. Ils sont au nombre de plus ou moins 682 personnes, vérifiables dans l'immédiat. Voyez-vous, ça c'est cette aile. Cette aile-là n'a pas fait la guerre au Congo. Ils sont cantonnés, ils sont surveillés, les Rwandais les surveillent. Il y avait l'aile de Sultani Makenga qui est allé en Ouganda. Cette aile-là n'était pas surveillée. Ils étaient restés comme ça en vadouille. Ils attendaient, je ne sais pas moi, quelle négociation, qu'il soit mise en œuvre quelques recommandations dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba ou des processus d'Addis Abeba qui était à l'époque déjà aussi piloté par Ibalan qui pour le compte de la partie congolaise. Donc on avait créé un mécanisme de vérification, de surveillance ou d'application de cet accord d'Addis Abeba. Ouais, mais aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour parce qu'on parle déjà en termes de terroristes. Donc, c'est fini cette histoire-là. Et puis après, ils sont revenus. C'est cette aile-là qui est venue nous attaquer. Ce n'est pas l'aile du Rwanda. Parce que les gens, comme ils ne connaissent pas, ils ne suivent pas toujours, ils pensent que le M23 qui nous attaque actuellement ou qui a pris les armes contre le gouvernement vient du Rwanda. Non, il vient de l'Ouganda. Et ça m'étonne toujours qu'on cite très rarement l'Ouganda. On met un accent particulier sur les Rwandais. Je me demande quelle année la raison. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi on ne dit pas que Bunagana, c'est à la frontière d'Ouganda. Il y a un rapport des Nations Unies. Parce qu'il y a des Congolais quinois qui pensent que... Non, moi, je vous parle d'abord des M23 qui nous attaquent. El Makenga, non, c'est El Makenga, des Sultani Makenga. Ils sont venus de l'Ouganda. Ils sont allés à l'Ouganda. Je vous ai donné même la situation géographique des M23. El Runiga. Parce que nous sommes experts dans cette question. Ils sont à 150 km de la frontière congolaise. Ils sont plus ou moins 600 et maîtrisés. Les armes ont été remises entre les mains du général Kaimbi. Vous comprenez? Donc le Rwanda a fait sa part. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accorder même les bénéfices et un peu de doute à la bonne volonté du Rwanda de pouvoir intervenir pour favoriser la paix? Parce que moi je crois, comme aussi... cela est dit ici dans le point. Il y a un point ici où on dit retour des déplacés à leur domicile, reprise des poursuites, reprise des dialogues bilatéraux. C'est un communiqué que notre chef d'État a signé. Je crois comme lui que c'est possible qu'il y ait des dialogues bilatéraux entre la RDC et le Rwanda en vue de la normalisation des relations diplomatiques et de la reprise de la coopération. Parce que c'est prévu dans le communiqué final des chefs de l'État. Et notre chef de l'État a signé ça. Donc cela signifie que d'une manière ou d'une autre, il y a déjà une forme de dialogue indirect
à travers tous ces mécanismes, nous dialoguons avec les Rwandais. À travers tous ces mécanismes, nous dialoguons avec les M23. Vous avez vu que Uhuru Kenyatta a reçu les M23, Sultani Makenga, chez lui là-bas. Vous voyez, pourquoi cette hypocrisie? Moi, je crois que nous devons mettre des choses sur les tables, parler des vrais problèmes, quitter un peu les passions, parce que la guerre a comme cause aussi l'orgueil, les passions, la cupidité, les envies, c'est ça, les passions humaines. Il faut quitter. La guerre est une très mauvaise chose. Si ça vaut la peine de ne pas vouloir toujours exacerber les tensions, comme les sociétés militaires du Nord Kivu sont en train de pouvoir nous... C'est vraiment pour finir, maître. Pour finir, parce qu'on nous presse un peu par rapport au temps. Est-ce que, comment comprenez-vous le lexique du gouvernement qui dit que M23 égale Rwanda? Bon, moi personnellement, je dis ceci en tant qu'expert, il y a des déclarations qui sont d'ordre politique. Et il y a des déclarations qui sont d'ordre factuel. Oui. Nous savons par les rapports des experts des Nations Unies que le Rwanda soutient les M23. Parce qu'on a même tous les pays, les Nations Unies, la France, l'Angleterre, ont condamné le Rwanda pour son soutien vis-à-vis du M23. Si le Rwanda soutient le M23, ça signifie que le Rwanda c'est autre chose, le M23 c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose parce qu'on parle de soutien. On ne sait pas quelle est cette nature de soutien. Il envoie des troupes, je ne sais. Il donne des armes, certainement. Vous comprenez un peu ça? Mais on a demandé au Rwanda, parce que même dans ces accords de communiqué final, on demande au Rwanda, à toutes les parties, de ne pas donner de soutien ni politique ni militaire aux groupes armés. Et y compris au Congo également, de ne pas soutenir les FDLR. Vous comprenez? Parce que même dans les accords, dans les résolutions des Nations Unies, on demande au Congo de ne pas travailler avec les FDLR. On demande au Rwanda de ne pas travailler avec le M23. Certainement que pour la communauté internationale, ces deux pays soutiennent des parts et d'autres des groupes armés qui leur sont mutuellement, réciproquement hostiles. Et donc, je crois que le Rwanda soutient. Mais dire que le Rwanda, c'est le RDF, moi, je ne suis pas d'accord avec cette position-là. C'est la position, malheureusement, ou heureusement, de notre gouvernement. Le gouvernement a ces éléments sur base desquels il peut tirer de telles conclusions. Et cela ne peut pas m'engager, moi, en tant qu'expert. D'accord. Vous comprenez? Ça ne peut pas m'engager, moi. Maître Thomas Gamakolo, cette émission n'est pratiquement pas finie. Je pense que nous allons prendre une seconde partie la semaine prochaine. C'est une première partie sur cette question de paix dans la région. Pour finir rapidement, 30 secondes, maître, si vous avez une idée. Non, mon message est que les sujets de la guerre, je crois qu'on a perdu le Nord. La guerre est une très mauvaise chose. La guerre détruit des vies. La guerre détruit des âmes, détruit des pays, détruit les pays, désole des régions entières, détruit des maisons. Il y a des incendies, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des crimes. Ça révèle de l'homme tout ce qu'il a de mauvais. Ça révèle en l'homme tout ce qu'il a de mauvais. S'il y a moyen d'éviter la guerre par les dialogues, moi j'encourage les dialogues parce qu'au travers des dialogues, nous pouvons trouver aussi les chemins de la paix. Et ce n'est pas une faiblesse que de trouver la paix par les dialogues. Parce qu'aujourd'hui, c'est perçu comme étant une faiblesse. Il faut absolument une victoire militaire. Je ne pense pas qu'il y aura une solution militaire à ces conflits qui dit depuis 30 ans, Mobutu l'a laissé, Mouzé l'a laissé, Joseph l'a laissé. Ce n'est pas à Fathi que vous allez imposer d'aller la finir par la guerre. Fathi, notre chef de l'État, je l'encourage à cette voie, à suivre les processus de Nairobi, à suivre les processus de Luanda et tous les autres processus de paix qui pourront être mis en évidence pour pouvoir trouver la paix et stabiliser cette région. D'accord, maître. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, on va poursuivre la semaine prochaine cette série d'émissions sur cette question de paix dans la région des Grands Lacs. Au bout du Fizi ou au bout du dialogue. Portez-vous bien, au revoir. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très vite. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur.
Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.